L'univers, c'est un truc de gosse, oui. J'ai l'impression que chez les garçons, il y a dinosaures ou espace, même s'ils peuvent faire un peu des deux. Mais moi, j'étais espace. J'étais espace, j'étais astronomie, planète. Assez petit, je savais l'ordre des planètes, des conneries comme ça, quoi, des petites choses qui me fascinaient. Et en termes de Lego, puisque dis-moi à quel Lego tu joues, je te dirai qui tu es. Quand j'étais petit, il y avait donc les Lego Space, qui étaient des Lego uniquement fabriqués pour faire des bases lunaires ou en tout cas exoterrestres. Et du coup, voilà, j'ai tout fabriqué pour conquérir des surfaces inhabitées, faire des laboratoires, des petits trucs avec des analyses, des ordinateurs, des trucs, découvertes de minerais inconnus. Donc j'ai toujours, voilà, puis après un coup de Star Wars dessus, un coup de... euh, Il y a un côté... il y a un côté clean dans la mythologie space opéra. Il y a un truc propre. Et je me souviens de... Il y a beaucoup de gens qui préfèrent le Retour du Jedi à tous les Star Wars. Moi non, parce que il commence chez Jabba. Et c'est dégueulasse. Le désert, le machin, les mecs qui bavent, qui ont l'impression que ça pue, qu'il fait chaud, c'est sûr. Alors évidemment, à un moment, il s'envole, donc ça va mieux. Mais je crois que ce que j'aime énormément dans le truc, le clean, les lignes, le vide. Donc voilà. Et j'ai toujours voulu, et je veux toujours d'ailleurs, faire un space opéra. Je sais pas comment, je voudrais faire un space opéra une fois. Un truc vraiment science-fiction pure. Je ferais peut-être. J'ai toujours été fan de Goldorak aussi. Je pense que ça a un rapport avec le fait d'être. Avec les lignes, je crois. Ça a un rapport avec les lignes. Avec le fait d'être clean, les objets, les vaisseaux, les trucs. Ça me manquerait de jamais. Bon, là, j'ai pas fait de vaisseau vraiment. Mais ça pourrait venir. Je pense que dans les années 50, enfin 45-50, en tout cas après Hiroshima, il y a vraiment une volonté de la race humaine de fabriquer un dieu 2.0 qui puisse juger et surtout nous faire suffisamment peur pour pas qu'on fasse péter la planète, tout simplement. Roland Barthes parle très bien du phénomène ovni, en tout cas des années 50. Et là, on sort de la possibilité de vie extraterrestre ou pas, on parle vraiment du fantasme humain sur les ovnis et sur la nature surveillante des extraterrestres. Et en plus dans la discrétion, c'est-à-dire que ce sont des surveillants qui n'interviennent pas, qui sont là. Donc en fait, comme Dieu, ils veillent dans le silence et dans le mystère, mais ils veillent, c'est-à-dire qu'ils sont capables aussi d'intervenir peut-être, ils sont capables de nous protéger de nous-mêmes. Donc il y a vraiment dans les représentations de cette époque-là des choses qui sont de l'ordre de, oui, d'une espèce de perfection humaine en fait, et avec une notion quand même de surveillance. Des anges gardiens, mais un peu plus qui, qui peuvent qui peuvent correspondre à cette époque avec parce que c'est en même temps c'est pendant ce temps-là qu'on passe le mur du son, c'est pendant ce temps-là qu'on prépare qu'il y a le Spoutnik, qu'il y a tout ça, donc c'est il y a quelque chose de proprement dingue dans la conquête spatiale terrestre. Il y a une imperfection qui est liée à la conquête spatiale. Que ce soit Soyouz, Sputnik ou que ce soit même le projet Mercury, on est vraiment allé dans l'espace avec des glacières, quoi, des boîtes de conserve, vraiment. Ça fuyait, on perdait de l'air, il y avait une énergie là-dedans, je pense qu'il y en a 5 fois plus là-dedans. C'est hallucinant avec quoi on est monté dans l'espace. Et les risques qu'ont pris les pilotes d'essai pour passer cette barrière-là. Et je crois qu'il fallait un dieu thématique avec ça. Il fallait un dieu thématique avec cette. Il fallait un dieu mécanique aussi.